Comment surmonter une rupture amoureuse? J'ai pensé à une personne en particulier en faisant cette vidéo et je me suis dit que les outils que je vais te transmettre et te partager pourront également aider un grand nombre de personnes. Donc, j'en profite pour partager cette vidéo au plus grand nombre. Alors, comment faire quand tu vis une rupture amoureuse? Alors déjà, j'aimerais cadrer le type de rupture amoureuse. On n'est pas dans le cadre d'une relation qui était toxique, dans le sens où je ne vais pas aborder ici une relation où, par exemple, il y avait de la violence physique et ou de la violence morale à l'extrême. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant même de regarder ma vidéo, si tu es aujourd'hui dans une relation ou tu étais dans une relation où il y avait de la violence physique conjugale, bien entendu que tu dois prendre soin de toi. D'accord? L'idée ici n'est vraiment pas de dire des choses hors contexte. Ok, là, je parle vraiment d'une rupture amoureuse au sens classique du terme, où par exemple l'homme s'en va avec une autre, ou tout simplement la femme s'en va et l'homme ne comprend pas pourquoi la personne part. J'aimerais donner des outils concrets pour que vous puissiez vous en remettre déjà émotionnellement et aussi pour que vous ne fassiez pas preuve de défaitisme. J'arrive maintenant donc sur mon propos. Ce qui se passe, c'est que par exemple, on va prendre le cas où on a un homme et une femme qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années et la femme s'en va, d'accord, du jour au lendemain et l'homme ne comprend pas pourquoi. La réaction, généralement, qui peut être des deux côtés ou seulement d'un côté, donc là on va dire que c'est l'homme qui a cette réaction, c'est de dire non mais de toute façon c'est une connasse, c'est une pute, c'est une salope, ou alors, dans le cas les moins graves, la personne va tout simplement se dire non mais de toute façon c'est ma faute, je suis nulle, je suis incapable de quoi que ce soit, et donc en fait va tomber dans la dévalorisation. J'aimerais déjà être claire là-dessus. Quand quelqu'un s'en va, tu étais peut-être très bien avec cette personne, mais cette personne, pour une raison que tu ignores, elle s'en va. Déjà, pose-toi la question. Est-ce que tu lui as déjà posé la question pourquoi est-ce que tu t'en vas? Non, parce que dans beaucoup de couples, quand il y a quelque chose qui va mal dans le couple, la première réaction, c'est généralement la réaction émotionnelle intense, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire la rancœur, ça peut être la tristesse, mais il n'y a aucune communication. Donc comment veux-tu déjà être au clair sur ce que tu as pu potentiellement foirer et mal faire si tu ne poses jamais aucune question? Ça ne pourra pas marcher, ce n'est pas possible. Donc, de la même manière que quand tu vis un conflit avec un ami, avec un membre de ta famille, pose des questions. Parle, exprime-toi. Ne reste pas dans cette espèce de comportement contre-productif, hyper toxique pour toi-même où tu te dis c'est sa faute ou c'est ma faute. Parce que déjà la culpabilité n'apporte mais alors strictement rien, rien du tout, ce n'est pas du tout constructif. Ce que tu dois faire, c'est reprendre ton pouvoir et reprendre ta responsabilité. Il faut que tu fasses tout simplement un état des lieux, si je peux emprunter cette petite métaphore à l'allocation. Tu dois faire un état des lieux. Déjà, pose-toi, de quoi de quoi avait besoin la femme ou l'homme que j'aimais, que j'aime. On va parler au présent, on va pas être défaitiste. Que j'aime. Est-ce que cette personne a besoin, je sais pas, de sécurité? Est-ce que cette personne a besoin que je lui parle différemment? Est-ce qu'elle a besoin que je me comporte différemment? Parce que comme généralement la plupart des gens ne se posent pas ces questions, eh bien en fait elles ne comprennent pas après pourquoi leur couple part complètement en cacahuète. Et oui, mais il faut de l'écoute dans un couple. C'est exactement la même chose en entrepreneuriat, dans une relation par exemple parent-enfant, une relation professeur-élève. Dans un couple, c'est exactement la même chose. La plupart des couples qui ont des problèmes de couple, justement, ne communiquent pas assez. Ou alors communiquent, mais de la mauvaise façon. Ça revient en fait à avoir deux personnes qui parlent deux langues différentes et qui sont incapables de se comprendre. Oui, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu le décodeur entre ces deux personnes. Donc, si aujourd'hui tu vis une rupture amoureuse, déjà, refocalise-toi sur toi. Focalise-toi sur toi. Qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie? Ça ne veut pas dire que tu dois fermer la porte. Ça ne veut pas non plus dire que tu dois être là en mode égoïste. Non mais de toute façon, je m'en fous parce que ça c'est complètement con. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est complètement stupide. Tu as des émotions, tu es un être humain. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste. Mais tu ne dois pas rester 10 ans dans ces émotions. Parce que si tu restes dans ces émotions qui sont malheureusement sur le long terme un petit peu toxiques quand même, qui sont un petit peu destructrices, eh bien tu n'avances pas. Essaie de voir chaque échec comme un tremplin, chaque échec comme une opportunité de faire mieux. J'avais posté, pardon, j'ai mes courgettes qui sont sur le, sur le feu, bon peu importe. J'ai posté un truc sur Instagram il y a peu de temps où j'avais fait la lecture
d'un extrait d'un bouquin qui s'appelle La PNL d'Anthony Giraud, si vous connaissez peut-être. Et dans ce bouquin, on expliquait que l'échec est une source d'apprentissage. Le fait d'avoir échoué à un moment donné n'est pas un problème, d'accord? L'échec, c'est quelque chose qui peut t'enrichir, qui peut te permettre de devenir meilleur pour la prochaine fois. Mais pour devenir meilleur la prochaine fois, hop là, pour devenir meilleur la prochaine fois, tu dois déjà avoir cette réflexion et cette conversation avec toi-même de qu'est-ce que j'ai moins bien fait, qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je dois améliorer. Parce que l'erreur qu'on fait, mais tous dans les relations, et pas d'ailleurs qu'amoureuses, c'est de croire en fait qu'il suffit de se mettre ensemble, de former un couple business, un couple, je sais pas, un couple sentimental pour le coup, et de croire qu'en gros, ça y est, on va se marier, tout va bien aller jusqu'à la fin de tes jours. Mais non, pas du tout. Il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer. Beaucoup de personnes, d'hommes comme de femmes d'ailleurs, pensent qu'une fois qu'elles se sont mis en couple, en fait, ça y est, le gros du travail est fait. Mais non, pas du tout. Donc si aujourd'hui, quelqu'un te quitte, ou t'a quitté, ne rentre pas déjà dans le cercle de la culpabilité non constructive. Tu as le droit, effectivement, peut-être de te sentir comme une merde, d'accord? Bon, ça arrive à tout le monde de parfois être maladroit dans la communication, et d'ailleurs, hors d'ailleurs couple, d'ailleurs, j'entends. Mais dis-toi, concrètement, là, factuellement, qu'est-ce qui a fait que ta femme ou ton mari s'en aille? Est-ce que cette personne, d'ailleurs, ne t'a pas déjà fait des reproches plusieurs fois dans ta vie? Parce que si elle t'a dit des choses que tu n'as pas voulu les écouter, au bout d'un moment, c'est normal, tu te retrouves en fait face à un mur, tu te le prends de pleine face et tu te sens complètement démuni par rapport à ça. Excusez-moi. On l'a refait. C'est pas grave. J'ai eu le OK. Tu te sens démuni par rapport à ça. Mais c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, ce que je t'invite à faire là pour surmonter cette rupture, tu vas prendre un papier et tu vas lister tous les endroits où tu as, entre guillemets, merdé. Tous les endroits où, entre guillemets, tu as été mauvais. C'est pas grave d'être mauvais. Les gens, ils ont peur de faire des erreurs. Des erreurs, on en fait tous. On en fait tous, d'accord? Tous sans exception, à tous les niveaux. Au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau familial, on en fait tous, d'accord? Tu es un être humain. Donc n'essaie pas de viser la perfection parce que tu n'y arriveras jamais, d'accord? Et même les personnes qui ont de grands résultats, que tu peux mettre sur un piédestal, je peux te garantir une chose, c'est qu'ils n'ont jamais tout réussi. C'est faux. Dans le lot d'échecs que tu vas faire, tu auras réussi un certain nombre de choses, mais tu vas échouer. Donc c'est OK, d'accord, déjà. Ensuite, ne te dis pas c'est la fin, d'accord? Moi, je me souviens que quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais amie avec quelqu'un, donc tu vois, on n'est même pas dans le cadre d'une relation sentimentale, couple, j'entends, là, c'était une relation amicale. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi au niveau de ma communication. Et pendant 1 an, je n'ai pas revu cette personne. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel, à m'intéresser à la psychologie positive, même la psychologie de manière générale, même si je ne suis pas psychologue. D'accord, je ne suis que coach. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai lu vraiment des tas de bouquins, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai même suivi des formations. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, oui, quand je fais le bilan de la manière dont je m'étais comportée, c'est pas étonnant que cette personne avait envie de partir, en fait. Parce que j'avais un comportement qui était un petit peu repoussant dans mon non-verbal, dans ma communication, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de communiquer à l'écrit. Donc forcément, à un moment donné, cette personne, elle en a marre et elle part. Je me suis dit, bon, cette personne n'était pas méchante, elle avait envie de me faire progresser, elle avait envie de me donner des feedbacks, d'accord? Le mot en anglais, tu peux traduire en français par retour positif, si ça t'intéresse. Et donc, 2 ans plus tard, je retourne voir cette personne, même pas un an plus tard, même un peu moins, je sais plus, bon, peu importe. Un certain temps après, je retourne voir cette personne après avoir changé mon état d'esprit. Donc, je change mon état d'esprit. Je retourne voir cette personne. Cette personne m'a accueilli à bras ouverts. Elle a accepté mes excuses et ensuite, s'en est suivi une belle relation amicale qui a duré
plusieurs années. Et donc ça n'aurait pas été possible si à un moment donné, moi, je ne m'étais pas posée, je n'avais pas pris de recul sur ma conduite et que je n'avais pas changé certains comportements. Si je n'avais pas changé mon état d'esprit, ma manière de communiquer également. Et je peux te dire que ça demande un grand courage. D'ailleurs, quand tu retournes voir la personne que tu aimes ou la personne avec qui voilà, tu as passé de bons moments amicalement parlant et de lui dire, écoute, voilà, je suis désolée, j'ai merdé sur tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Si la personne est ouverte, elle est intelligente émotionnellement et qu'elle a un grand cœur, tu verras que cette personne t'ouvrira les bras, d'accord? Je veux dire, je ne connais personne sur cette terre qui ne fasse pas d'erreur. Donc si la personne est suffisamment intelligente émotionnellement parlant, elle ne va pas te jarter ou rentrer dans ce discours de la culpabilité en mode non mais t'as vu ce que t'as fait, machin chose. Non, non, c'est pas ça être adulte, c'est pas ça être mature. Et quand je dis être adulte, je ne suis pas en train de dire que là, je ne sais pas quel âge tu as quand tu regardes cette vidéo, mais ça ne veut pas dire que parce que tu as 30 ans ou que tu as 40 ans, que tu as 50 ans ou que tu as 60 ans, tu maîtrises ce truc-là. On peut être hyper à l'aise, mature et au clair et professionnel sur certains sujets. Et il y a des sujets comme ça qui sont basiques, qui relèvent de la vie quotidienne, où parfois on fait n'importe quoi. Et c'est normal, parce que la majorité des gens n'ont pas accès à ces clés-là et n'ont pas forcément lu les bouquins sur ce sujet. Donc forcément, tu ne peux pas devenir et être un expert sur ce sujet. D'accord ? Donc si aujourd'hui, tu sens que tu as merdé, que tu as fait quelque chose où tu t'es dit, bon là, en fait, c'est vrai que j'ai peut-être pas forcément été top là-dessus. Peut-être que ça veut dire que toi, tu as des choses à changer. C'est pour ça que tu dois te focaliser sur toi-même, dans le sens où tu dois bosser sur toi. En 2015, c'est simple, entre 2015 et 2018, pendant 3 ans, j'ai bossé sur mon état d'esprit, sur mes croyances, sur ma manière de communiquer. J'ai développé tout l'univers finalement des soft skills et je peux te garantir qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément dans mon activité et ça me permet d'aider à mon tour des centaines et je l'espère pourquoi pas des milliers de personnes. Mais tout ça n'aurait pas été possible si à un moment donné, je ne m'étais pas posée pour prendre du recul, d'accord ? Encore une fois, si tu es en couple, que la personne avec qui tu vis, te dit « je ne me sens pas en sécurité » quand tu agis de telle manière, ou qu'elle te dit « écoute, mon chéri, j'ai besoin que tu gagnes peut-être plus d'argent, pas pour faire style, pas pour que tu lui achètes forcément de belles voitures, on n'est pas vraiment là-dedans, tu vois, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je le vis. Mais que la personne te dit « écoute, voilà, on va peut-être avoir des enfants, ou on prévoit tel voyage, où on prévoit de déménager, où on prévoit telle reconversion professionnelle, mais on a besoin de plus de ressources financières et que des deux côtés, il y a un déséquilibre parce qu'il y en a un qui est plus investi que l'autre, forcément, au bout d'un moment, ça crée un déséquilibre. Et donc la personne, si elle voit quelqu'un d'autre qui est droit dans ses bottes, qui est responsable, qui se bouge les fesses en un certain terme, et bien forcément, au bout d'un moment, la fille, elle a envie de partir de l'autre côté. Voilà, et c'est pas mauvais, c'est pas elle qui est mauvaise, c'est juste que toi, à un moment donné, tu n'as pas pris suffisamment tes responsabilités et tu n'as peut-être pas tout donné dans cette relation. Encore une fois, attention, là j'ai pris un exemple vraiment très factuel avec la partie financière, mais bien entendu, je ne dis pas que voilà, il n'y a pas c'est un exemple, d'accord? C'est un exemple, donc ne mettez pas dans les commentaires « Oui, mais tu comprends, moi, ma femme, elle est partie parce qu'elle trouvait que je gagnais pas assez. » Bon, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans cet état d'esprit des déséquilibres, d'accord? Dans cette espèce d'exemple où il y a un fort déséquilibre parce qu'il y a une des deux personnes qui veut évoluer, qui veut se lancer dans un projet et que l'autre dit « Oui, 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 oui », mais en fait, il y a zéro action concrète derrière. Tu ne peux pas, à un moment donné, espérer que la personne te fasse confiance à 100% si tu n'es pas congruent entre ce que tu dis et ce que tu fais. La parole, c'est bien, mais la parole sans l'action, ça ne sert à rien. De la même manière qu'il y a des personnes qui agissent, mais qui ne communiquent pas. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut absolument que tu fasses les choses correctement. Donc, si aujourd'hui, tu as posé des actes, mais que tu étais incapable de les communiquer à la personne que tu aimes, au bout d'un moment, elle va se dire « mais cette personne ne parle pas ». Et donc, elle a envie de partir. À l'inverse, peut-être qu'aujourd'hui, tu parles beaucoup, mais que tu n'agis pas beaucoup, ou voire pas du tout. Mais ça crée un manque de congruence. Ça crée un manque d'adéquation entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, si tu veux aujourd'hui pouvoir surmonter cette épreuve, parce que je sais que pour vous, ça va vraiment être une épreuve, ne te dis pas déjà que c'est mort, parce qu'en fonction de la personne avec qui tu étais, si elle était suffisamment ouverte d'esprit, eh bien, je pense que le fait de travailler sur toi, de communiquer avec elle aussi, de ne pas rompre
directement le lien, eh bien, ça va te permettre d'avancer. Et surtout, pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à lui faire un débrief, lui dire voilà, écoute, j'entends ce que tu me dis. Quand tu me dis que voilà, tu as besoin de telle chose, déjà, et au moins ne serait-ce que la sagesse et l'authenticité de lui dire j'entends ce que tu dis, je comprends. J'aimerais maintenant te poser une question, ma chérie ou mon chéri, quelle serait pour toi la situation idéale pour que ça fonctionne ? Mais combien de personnes se posent cette question en couple ? Mais il y a très peu de personnes. Très peu de personnes. La majorité des gens, quand ils se séparent, ils se disent non mais de toute façon, voilà, c'était de la merde, on passe à la prochaine relation et puis on verra bien. Mais qu'est-ce que tu verras ? Mais qu'est-ce que tu verras concrètement ? Si tu ne te poses pas à un moment donné pour faire le débrief de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas bien fonctionné, pourquoi est-ce que ça devrait être différent à la prochaine relation ? Ça, c'est comme les gens qui pendant 5 ans, enchaînent les relations et au bout de la 5e ou de la 6e se disent « Oh non, mais vraiment, j'ai vraiment pas de chance !» Mais non, c'est pas que t'as pas de chance, c'est que tu te poses jamais aucune question. Donc si tu te poses jamais aucune question, pourquoi est-ce que ça devrait changer ? Et effectivement, c'est difficile parce que quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui ne parle pas ou qui n'ose pas te dire les choses en face, parce que ça demande beaucoup de courage de dire à l'autre en face ce que tu penses de cette personne. Ça demande un courage immense. Parce que tu risques de te faire insulter, tu risques d'être l'objet de la colère de l'autre. Donc ça demande beaucoup de courage. Mais la personne qui t'aime vraiment, c'est la personne qui va te dire ce qu'elle pense sincèrement de tes comportements, quitte à ce que ça te blesse sur le coup. Mais si ça te blesse, ça veut dire que ça va te permettre aussi de te remettre en question et potentiellement d'agir pour changer pour le meilleur. Voilà. Donc, combien de personnes, et j'espère que tu n'en feras pas partie, se posent cette question de « Voilà, mon chéri, ma chérie, ça serait quoi pour toi la relation idéale ?» Ne serait-ce que par respect pour l'autre, de poser cette question. Tu ne peux pas créer un couple harmonieux, sentimentalement parlant, et même amicalement parlant, ou même avec tes parents d'ailleurs. Tu ne peux pas créer une relation harmonieuse avec l'autre si tu ne lui poses jamais de questions, si tu n'es pas physiquement et mentalement là. Ça n'est pas possible. Un couple, ça demande de l'engagement. Un couple, ça demande de poser des questions à l'autre et de s'intéresser sincèrement à l'autre. Et pas seulement pour son sourire, ses cheveux, sa jolie robe, son parfum, sa chemise, éventuellement, bon, après pour certains, les relations intimes, bon, hein, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça demande beaucoup plus d'engagement que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Les gens qui se plaignent d'ailleurs de ne pas avoir de relations profondes en couple sont des personnes qui regardent uniquement en surface. Mais je veux dire, l'autre n'est pas un morceau de viande. Pardonnez-moi de dire les choses comme ça. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que quand j'étais étudiante, à l'époque j'avais 18 ans et ça m'avait choquée d'ailleurs, il y a des personnes qui se mettent en couple, mais excusez-moi, juste pour la couleur des yeux et la taille du nez. Mais on s'en fout de ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est ton cœur, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il y a dans ta tête, c'est la manière dont tu vas aborder la vie, c'est le projet de vie, c'est le projet de couple. Mais combien de personnes se plaignent de ne pas avoir ça parce que déjà, ils n'ont pas les bons comportements, les comportements adéquats, en adéquation avec la vie qu'ils veulent vraiment. Tu vois, tout ce que je te dis là, en fait, c'est exactement le même principe. Si demain, tu veux créer un projet, si demain, tu veux t'embarquer dans un projet, que tu veux, par exemple, je ne sais pas, faire ce projet à plusieurs, est-ce que tu penses sincèrement que ça va être possible d'embarquer les gens avec toi si tu ne leur poses jamais de questions, si tu ne communiques jamais, si tu ne t'intéresses pas sincèrement et profondément à ces personnes? Est-ce que tu penses qu'un professeur va pouvoir obtenir et capter l'attention de ses élèves s'il ne s'intéresse pas sincèrement à eux ? Non, c'est pas possible. Dans combien de couples est-ce que j'ai vu, par exemple, l'une des deux personnes parler beaucoup plus que l'autre ? Et d'ailleurs, c'est très déstabilisant parce que, par exemple, moi, ça me fait sourire parce que ça me rappelle une situation que j'ai vécue. J'avais une collègue qui était dans le sport et qui était une sportive de haut niveau qui, malheureusement, donc, a rompu. Et en fait, elle ne comprenait pas que la personne avec laquelle elle restait c'était finalement auto-sabotée parce qu'elle avait beaucoup trop de leadership. Alors ça ne veut pas dire que toi aujourd'hui, si tu as du leadership, que tu as confiance en toi, tu dois te culpabiliser et tu ne dois plus avoir confiance en toi. Non, ça veut simplement dire que peut-être la personne avec qui tu étais ne s'estimait pas assez, n'avait pas suffisamment confiance en elle pour rester avec toi. C'est classique, c'est ce qu'on appelle en anglais overdog et underdog, c'est-à-dire que quand il y a une des deux personnes qui se sent un petit peu en décalage avec l'autre, elle auto-sabote le couple de manière classique
parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et ce truc-là, c'est pas un truc qui est irrémédiable. Encore une fois, si l'un des deux, je me suis perdue. Si l'un des deux dans le couple fait vraiment la démarche, et l'idéal c'est que les deux le fassent, parce que dans un couple on est deux, on n'est jamais tout seul, fasse cette démarche de remise en question, de se dire ok, mais concrètement comment est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Comment est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne demain? Si déjà tu te poses la question, cette question-là, je peux te garantir une chose, tu vas je ne sais pas combien de personnes se posent cette question en couple. J'ai pas les statistiques officielles, mais je pense que s'il y avait plus de personnes qui se posaient cette question, on aurait beaucoup moins de conflits, on aurait beaucoup moins de séparations qui se font parfois, mais pour des broutilles, pour des trucs mais extrêmement bébés et gamins. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si tu vis une séparation, ne te dis pas que c'est ta faute ou c'est la faute de l'autre. Prends tes responsabilités, sois vraiment au clair sur ce que tu as bien fait, ce que tu as amélioré. Si la liste de ce qu'il y a à améliorer est plus longue que la liste de choses que tu as bien faites, c'est pas grave. Ça va faire mal, ça fait mal à l'ego, ça fait mal, voilà, ça fait mal. C'est ok. Mais soit tu utilises cette frustration comme un moteur pour aller de l'avant et progresser et devenir une nouvelle personne, soit tu te détruis avec, tu t'auto-sabotes, tu te flingues, enfin c'est une image, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce qu'aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, le moindre truc un petit peu qui va sortir du cadre, ça y est, ça va être pris, ça va être pris au premier degré. C'est du second degré, d'accord? Merci. Donc la moindre chose que tu vas faire qui va t'auto-saboter, en fait ça te permettra pas d'avancer. Or, ce qu'on veut ici, c'est que tu résilies, la résilience, ce concept dont on parle tout le temps. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire une chose, sache que le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des conflits tous les jours, non. Ça veut simplement dire que comme tu vas vivre avec quelqu'un, ça implique des responsabilités, ça implique de nouveaux comportements, ça implique de nouvelles habitudes de communication. Et si tu arrives à mettre ça en place, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Parce que si tous les deux, vous avez cette démarche de communiquer, de poser des questions à l'autre, de sincèrement s'intéresser à ce que fait l'autre, de ne pas rester dans son coin, de prendre le lead de la relation, d'essayer de créer des choses, d'innover, de tester des choses ensemble, bien forcément tu vas être attirant naturellement ou attirante pour l'autre. Et tu n'auras pas besoin de forcer, tu n'auras pas besoin, de te mettre systématiquement sur ton 31 pour ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Alors après, si tu veux le faire, libre à toi, si c'est ton choix. Mais je veux dire, voilà, combien de personnes en fait ne se focalisent pas sur les bonnes choses et ne comprennent pas après pourquoi la personne part. D'accord ? Je termine cette vidéo parce que ça fait déjà 22 minutes que je parle, mais je vous invite sincèrement les amis, je veux dire, si aujourd'hui vous vivez un truc comme ça, refocalisez-vous sur vous. Ça peut être une opportunité de dingue pour aller faire des choses que vous n'avez jamais faites. Par exemple, faire du sport, prendre soin de vous. Il y a tellement de femmes, je veux dire, la plupart des femmes, et je pense que vous vous reconnaîtrez dans les commentaires, mais une femme ne veut pas d'un bébé pour mari. D'accord ? Une femme ne veut pas d'un bébé pour mari, de même qu'un homme ne veut pas une petite fille pour femme. Non. Si tu veux une femme, il va falloir que tu deviennes un homme. De même que si tu es un homme, si tu es un homme et que tu veux si tu es un homme et que tu veux t'attirer une femme, il va falloir que tu deviennes un homme. Et si tu es une femme et que tu veux t'attirer un homme, il va falloir que tu deviennes une femme. Quand je dis ça, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tu deviennes un macho, il ne faut pas que tu deviennes machiste. Quand tu es une femme, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes superficielle, qu'il faut que tu te refasses la poitrine, que tu te mettes des faux ongles si c'est pas ton truc. C'est pas ça l'idée, d'accord ? C'est pas ça. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes violent, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut juste dire au sens strict du terme, tu deviens adulte, tu deviens responsable, tu te prends en main. Il n'y a rien de plus attirant pour le sexe opposé qu'une personne qui se prend en main, parce que ça apporte de la sécurité, ça dégage de la sécurité. Et je vais te dire une chose qui est très personnelle, quand tu es une femme et que tu as envie d'avoir des projets de vie, de la même manière qu'un homme, que tu as envie peut-être d'avoir des enfants, sincèrement, quand tu deviens parent, tu n'as pas envie de te mettre en couple avec un bébé.
Donc si tu veux pas te mettre en couple avec un bébé, eh bien il va falloir que déjà tu te prennes en main, et si tu te prends en main, ça sera beaucoup plus facile ensuite de t'attirer quelqu'un qui sera à ta juste valeur, d'accord? Qui sera à ta cheville, comme disait ma grand-mère. Bon voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo les amis. Je vous invite à appliquer ça d'ores et déjà. J'espère que vous avez bien compris mes mots et mon propos, parce que voilà, je sais que quand on arrive sur ces questions hommes-femmes, surtout en ce moment, voilà, on peut très vite mal interpréter les choses. Donc j'insiste vraiment, je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir un gros macho, et je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir une femme superficielle si c'est pas votre truc. D'accord? Pour ma part, c'est pas vraiment ma priorité, hein. Ça fait pas partie des choses qui m'inspirent. Mais voilà, je veux dire, quand tu es une femme, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui sera là, où la personne, elle sent que tu es là, que tu n'es pas à côté, que tu n'es pas à l'écouter sans vraiment l'écouter. Non, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. C'est la même chose quand vous êtes dans une autre relation. Par exemple, prof-élève. J'imagine que vous, quand vous étiez plus jeune, que vous étiez en cours et vous sentiez que le prof s'en foutait complètement de vous, ça vous donnait qu'une seule envie, c'est de fuir. Pourquoi est-ce que ça devrait être différent dans vos relations amicales et dans vos relations sentimentales? Il n'y a aucune raison pour que ce soit différent. D'accord? Ok, appliquez ça et je vous dis à très vite.